Bonjour tout le monde, voici votre première capsule sur l'univers matériel qui comporte 6 thèmes, les thèmes 1 à 6. Aujourd'hui, on va faire le thème 1 pour commencer. Le thème 1, ça porte sur la matière et les propriétés de la matière. La matière, si j'étais pour expliquer ça dans les termes pas scientifiques, c'est tout simplement tout ce qui nous entoure. Tout ce qui existe sur la planète Terre, c'est de la matière. Et elle peut prendre plusieurs formes, c'est ce qu'on va étudier pendant les 6 premiers termes. Maintenant, si on regarde une définition un peu plus scientifique, on pourrait écrire toute chose qui a une masse et qui occupe un volume. Les mots-clés ici, ça serait le mot masse et le mot volume qu'on va définir dans les prochaines capsules. Des exemples de matière, c'est très facile parce que tout est de la matière. Donc, de la table, de l'eau, de l'or, de l'air, même un pet, c'est composé de matière. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de le tenir dans nos mains que c'est pas de la matière. De l'air, c'est de la matière. Du dioxyde de carbone, c'est de la matière. Des gouttes d'eau, c'est de la matière. Parce que toutes ces choses-là ont une masse et occupent un espace, un volume. Quand on veut décrire la matière, on va parler de ses propriétés. C'est un mot vraiment générique, ça. Et les propriétés de la matière, ça donne les aspects de la matière, comme la couleur, la masse, si ça conduit l'électricité, le pH de la substance, etc. Et dans le fond, de savoir les propriétés d'une substance ou d'une matière, c'est pour bien la décrire, mais aussi parfois pour la distinguer. Ici, j'ai 2 bananes, et il y en a une qui est en or, une image est en or, et l'autre est dans un métal qui ressemble à l'or, mais qui n'est pas précieux, qui s'appelle le laiton. Alors, pour bien décrire ma matière, je pourrais utiliser diverses propriétés qu'on va voir plus tard. Si on veut nommer des exemples précis pour s'en rappeler plus tard, on va y aller tout simplement. La masse, on va la décrire tout à l'heure, même si on a une idée générale de c'est quoi la masse, on va la définir dans notre cahier. La couleur, le volume, même chose, on va en parler dans quelques cours. La température d'un objet et une propriété un peu plus complexe qui s'appelle le point d'ébullition. Le mot point ici, ça veut tout simplement dire la température à laquelle un objet commence à bouillir. Donc, c'est une température, le point d'ébullition. Par exemple, le point d'ébullition de l'eau est de 100 degrés Celsius. C'est à cette température-là, c'est à ce point-là qu'elle commence son ébullition. La matière, on vient de dire qu'elle a des propriétés, et ces propriétés-là, on peut les distinguer, les diviser en 2 catégories. La première, c'est les propriétés caractéristiques, et la deuxième, c'est les propriétés non caractéristiques. Une propriété caractéristique, c'est quelque chose qui est propre à une seule substance. Par exemple, le point d'ébullition, c'est une propriété caractéristique parce que c'est seulement l'eau qui bout à 100 degrés Celsius. Toutes les autres substances pures, comme le vinaigre, l'alcool, vont bouillir à des températures différentes que 100 degrés. Donc, le point d'ébullition, c'est caractéristique. On va y aller, puis on va écrire un peu au lieu de juste dire. Donc, une propriété caractéristique, c'est une propriété dont la valeur est propre à une seule substance. Comme je disais tantôt, l'eau, c'est la seule substance pure à bouillir à 100 degrés. Et la deuxième chose qu'on doit savoir des propriétés caractéristiques, c'est qu'elles permettent d'identifier une substance ou un groupe de substances. Comme les métaux ou les acides, ça, c'est des groupes de substances. Un exemple de ça, ça serait de dire, le fait de conduire l'électricité, ça me permet d'identifier si c'est un métal ou pas. Si je fais un test sur le pH, si le pH est entre 0 et 6.999, ça va me dire que c'est dans le groupe des acides. Si on énumère quelques exemples, on aurait le point d'ébullition, température à laquelle une substance bout, donc bouillir. C'est la température à laquelle cette substance-là va bouillir. Le point de fusion, c'est similaire. C'est une température à laquelle la substance commence à fondre. Donc, c'est 2 propriétés qui sont caractéristiques parce qu'elles nous permettent d'identifier une substance et
ces températures-là sont propres à une seule substance. Il n'y a pas deux choses pures sur Terre qui ont le même point d'ébullition ou qui ont le même point de fusion. Pour être sûr que tu as compris, tu pourrais te demander, en fait, tu pourrais essayer de répondre à la question qui suis-je? Je suis une substance pure avec un point d'ébullition de 100 degrés Celsius. Et là, tout le monde devrait avoir la même substance parce qu'il y en a une seule qui serait l'eau. Si je fais un exemple avec mon point de fusion, je vais revenir en arrière à mes bananes. Donc, on en a une en or et une en laiton. Je pourrais faire une petite recherche sur Internet et trouver le point de fusion, donc la température à laquelle l'or va fondre, la température à laquelle le laiton va fondre. Et là, j'ai trouvé que l'or fondrait à 1064 degrés Celsius et le laiton, lui, à 900 degrés Celsius. Alors, je pourrais faire fondre mes deux bananes avec un thermomètre et étudier à quelle température elles commencent à fondre. Si celle-là commence à fondre à 1064 degrés Celsius, très très chaud, je sais que c'est de l'or. Alors que si elle commence à fondre à 900 degrés Celsius, je sais que c'est du laiton. Évidemment, ça serait pas la stratégie à prendre ici parce qu'on gaspillerait notre statue en forme de banane. Ça serait pas évident, mais il y a d'autres techniques qu'on va apprendre peut-être plus tard au secondaire, comme la masse volumique. Continuons avec les propriétés non caractéristiques. Donc, le nom le dit ici, non caractéristique, ça veut dire que c'est le contraire. Ça permet pas d'identifier une substance et c'est pas propre à une seule substance. Donc, la première n'est pas propre à une seule substance et ne permet pas d'identifier une substance. Alors, dans mes bananes, si je voulais utiliser une propriété non caractéristique, je pourrais dire elles ont une couleur jaunâtre ou elles ont une couleur dorée. Ça me permet pas de savoir laquelle est de l'or ou laquelle est du laiton. Ça me permet même pas de savoir de quelle banane tu parles. Tu pourrais me parler de leur masse. Tu peux me dire, je pense à une substance qui a une masse de 5 grammes. Ça m'aide pas à identifier une substance parce que toute la matière sur Terre peut avoir 5 grammes. Il faut juste en mettre un peu plus ou un peu moins que ce qu'on avait. Donc, c'est des exemples de propriétés qui sont pas caractéristiques. On a la masse, la couleur, le volume et la température. Tout ça, c'est toutes des choses qui peuvent changer. Ils sont pas comme intrinsèquement liés à une substance. On va y revenir sur les propriétés caractéristiques et non caractéristiques, mais je pensais que c'était important de faire une petite introduction dès le début quand on parlait de la matière. Ce qui conclut le thème 1, on va passer tout de suite au thème 2, la masse. Donc, la masse, comme on vient de voir, c'est une propriété non caractéristique. Très, très, très important de ne pas se mélanger. C'est non caractéristique parce que ça permet jamais d'identifier une substance. Tu vas jamais te faire poser la question je pense à une substance qui a une masse de 100 grammes, qui suis-je? Ça marche pas parce que tout peut avoir une masse de 100 grammes. La masse, la définition de ce mot-là, c'est la quantité de matière contenue dans un objet ou une substance. Et par matière, on peut aussi parler de particules. Évidemment, tu peux pas voir ça à l'œil. Okay? Ça se compte pas vraiment des particules de matière. Peut-être plus tard, au secondaire, tu vas voir ça, mais pour nous, c'est juste une façon de schématiser. Donc, c'est la quantité de particules contenues dans une substance qui va déterminer sa masse. C'est pas parce qu'un objet est plus petit qu'il a moins de masse. Ça peut être très petit et avoir beaucoup de particules à l'intérieur. Quand on parle de masse, on doit toujours mettre des unités, comme en mathématiques. Et ça, c'est le gramme, le symbole c'est G, ou le kilogramme, kg. Ça peut aussi être les unités de la même famille, par exemple des milligrammes. Ça aussi, c'est une unité pour parler de masse. Une des choses qui revient vraiment souvent dans votre vocabulaire, c'est utiliser le mot poids. Le mot poids et le mot masse ne sont pas la même chose. C'est sûr que si tu me dis poids, je vais probablement comprendre, mais si tu veux être un bon scientifique, il faut savoir distinguer les deux. Le poids, c'est une force qui attire quelque chose à la surface d'une planète. C'est en lien avec la gravité. Alors, sur Terre, je vais avoir un certain poids. Par exemple, moi, j'ai un poids de 140 livres. Et sur la Lune, je vais avoir un autre poids parce que je suis moins attirée par la Lune que je suis attirée par la Terre. La masse, comme on vient de dire, c'est la quantité de particules contenues dans un objet. Donc, moi, je vais avoir la même masse sur Terre
que j'ai sur la Lune. Je vais avoir le même nombre de particules, je ne vais pas perdre des particules en m'en allant sur une autre planète. Donc, moi, je vais toujours utiliser le mot masse. Si je veux dire que quelqu'un ou quelque chose a une grande masse, je vais dire massif. Si je veux dire qu'il y a une petite masse, je vais dire peu massif. Donc, j'aimerais qu'on écrive ensemble c'est quoi le poids, la différence entre le poids et la masse. Donc, la réponse, c'est non. La masse est la quantité de matière dans un objet, alors que le poids, c'est une force avec laquelle cet objet est attiré par la planète. Donc, elle va changer. Le poids va changer et la masse ne va pas changer. On continue. Donc, pour mesurer notre masse, on va avoir plusieurs variations du même objet qui s'appelle la balance. En secondaire 1, on va utiliser une balance à fléaux. Les fléaux, c'est ces trois règles-là ici. C'est un nom un petit peu fancy. Donc ça, c'est des fléaux de la balance. On peut aussi appeler ça une balance à plateau parce qu'on met l'objet à mesurer sur ce plateau-là. Donc, on a les deux noms, balance à plateau ou balance à fléau, qui sont ces trois petites règles-là, encore une fois. Et en laboratoire scientifique très poussé, on utilise une balance électronique parce que c'est plus précis. Mais elle coûte beaucoup plus cher. C'est une des raisons pour laquelle on utilise, nous, des balances à plateau. On continue. Et ça, c'est la partie la plus importante que tu dois t'assurer de comprendre. Les examens sont basés sur ta compréhension et pas le par cœur. Donc oui, c'est important de connaître la définition des mots afin que tu puisses comprendre les explications. Donc, tu vas faire ces schémas-là dans ton cahier de notes. Tu as deux objets de taille variée. J'ai fait exprès pour que la grosseur des objets soit similaire puis qu'on sache pas lequel est plus gros que l'autre. Tu vas comprendre pourquoi plus tard. Donc, dans le premier objet à gauche, tu vas te mettre 5x. Les x correspondent aux particules dans mon objet. Alors, c'est pour nous aider à comprendre. Hein? On ne voit pas les particules dans les objets. Le deuxième objet, à droite, va avoir 7 particules. Et là, pour savoir si tu as compris, je te pose la question suivante. Lequel des deux objets a la plus grande masse? Et pourquoi? Si tu veux, tu peux faire pause dans la vidéo puis réfléchir avant d'écouter la réponse. Donc, la réponse, c'est que celle-là est l'objet moins massif parce qu'il a seulement 5 particules. Celui-là, c'est l'objet le plus massif parce qu'il a 7 particules. Donc, lui, à droite, il a une plus grande masse. Tu mets ça sur une balance, ça va avoir une plus grande masse que celui-là. Là, il faut bien distinguer la grosseur. Peut-être que tu pensais que lui était plus gros, donc c'est lui le plus massif. C'est faux. La grosseur de l'objet n'a aucun lien avec la masse. J'aurais pu faire un troisième objet super petit, mettre 15 petits X dedans, puis il aurait été plus massif encore que celui à 7 particules. Donc, il faut vraiment bien distinguer les deux. La masse, et je termine avec ça, tu peux pas le voir à l'œil. Il faut absolument utiliser un outil comme la balance pour déterminer la masse d'un objet. Il faut vraiment, pour être précis, utiliser un outil comme la balance. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser.